Et c'est parti. Bienvenue à tous pour ce troisième webinaire maintenant du deuxième cycle de nos webinaires Officeni. Et aujourd'hui, nous accueillons Fabienne Broucaré de My Habit Job. Donc avant de laisser la parole à Fabienne, je vais laisser le fondateur de Officeni nous faire une petite introduction. Stéphane Malherbe, c'est à toi. On t'entend pas parce que tu es en mute. Hop, et voilà qui est fait. Donc, merci Eugénie, bonjour à toutes et à tous. Merci à Fabienne d'être là aujourd'hui, effectivement pour ce troisième webinaire. Donc, nous avons initié un premier cycle au mois de juin, juste à la sortie du confinement, qui était axé effectivement sur toutes les problématiques d'aménagement avec une vision architecte. Et là, ce qui nous a semblé intéressant pour ce nouveau cycle un peu exceptionnel qui s'étire sur 4 semaines, c'est de pouvoir inviter des contributeurs, contributrices de différents horizons, journalistes, architectes, pour traiter effectivement tous ces bouleversements effectivement qui sont en cours avec différents points de vue. C'est avec grand plaisir que nous accueillons Fabienne, parce que je suis fan de My Happy Job et de Fabienne, parce qu'elle fait un travail, je trouve, vraiment remarquable, et surtout elle allie la gentillesse, le fond, la forme. Voilà, elle va aujourd'hui nous traiter aujourd'hui de cet sempiternel sujet qui est l'équilibre des temps de vie perso-pro, qui était déjà valable juste avant la pandémie et qui effectivement aujourd'hui doit encore revêtir des aspects nouveaux. Fabienne, merci de votre présence, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'introduction. Ça fait plaisir. Je commence bien ce webinaire. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié au bien-être au travail et à la qualité de vie au travail. Et alors, comme vous l'avez dit, Stéphane, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle de l'équilibre des temps de vie. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que cette année, notamment avec le confinement et la crise sanitaire qui dure, cette année, on a vraiment mis sur le devant de la scène la conciliation vie pro-perso parce qu'on l'a vécu de manière un petit peu exacerbée quand la vie pro et la vie perso se sont mélangées pendant le confinement et que la frontière, je dirais, est devenue de plus en plus floue. Ce qui est intéressant suite au confinement, avec un peu de recul, c'est qu'on a des études qui commencent à sortir sur les attentes des salariés. Une attente majeure suite à la crise, c'est notamment de mieux équilibrer les temps de vie. Je vais vous citer juste une étude qui a été réalisée par un organisme de formation qui s'appelle Chance. Il y a 2 chiffres dans cette étude qui sont clés. Il y a 63% des Français qui affirment que leur travail leur prend trop de temps. Et il y a 75% des salariés qui seraient motivés pour changer de travail si on leur proposait un meilleur équilibre de vie pro-perso. C'est quand même des chiffres, quand on voit 65% qui seraient prêts à changer de job, c'est quand même un chiffre que je pense qu'on n'aurait pas forcément eu avant le confinement. Donc l'équilibre des temps de vie, clairement, c'est une attente forte des salariés. Maintenant, c'est aussi un enjeu aujourd'hui pour les entreprises, en termes, on vient de le voir, en termes d'attractivité, mais aussi en termes de fidélisation des salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi difficile soit l'équilibre des temps de vie au quotidien, il y a des initiatives qui sont prises notamment par les entreprises et on va le voir, ça passe par plusieurs, je dirais, mesures qu'on peut prendre à la fois individuellement et collectivement pour essayer de mieux concilier. Donc face à cette crise du confinement, enfin la crise du coronavirus et au confinement, déjà la première mesure qu'on a tous expérimenté, je crois, cette année, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est pas nouveau, mais par contre, clairement, cette année, ça s'est généralisé. Le télétravail est source d'une meilleure conciliation des temps de vie, tout simplement déjà parce qu'on a moins de temps, on n'a pas le temps de transport qu'on a le matin et soir. Maintenant, je dirais que la meilleure conciliation n'est pas automatique. Pour moi, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend déjà de est-ce qu'on a formé ou non les salariés et les managers au télétravail et notamment au management à distance. Quand on a, hélas encore dans certaines entreprises, des managers qui sont plus habitués à ce qu'on appelle le micromanagement, c'est-à-dire à contrôler leurs salariés par la présence, et on a encore en France cette culture du présentéisme, on peut tout à fait reproduire exactement les mêmes schémas en étant à distance. Contrôler ses salariés pour vérifier qu'ils sont bien connectés de 8h à 20h, c'est tout à fait réalisable, même si vous n'avez pas les collaborateurs sous le nez dans l'open space. Donc, ce qui est important pour que le télétravail soit vraiment source d'une meilleure conciliation des temps de vie, c'est déjà de former
les salariés, mais aussi de former les managers pour que le temps gagné, notamment matin et soir, soit un temps utile et un temps qui soit passé à autre chose que du travail et qu'on n'ait pas la reproduction du présentéisme devant l'ordinateur en disant si je bouge, on va croire que je ne travaille pas et là, ça repose sur un ingrédient clé qui est la confiance et notamment la confiance réciproque entre le salarié, le manager et la hiérarchie. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant le confinement, on raisonnait beaucoup avec des accords où il y avait 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, ce qui était déjà dans le meilleur des cas. Maintenant, quand on interviewe des entreprises, par exemple, j'interviewe Mazars ou Generali, on se pose la question inverse, c'est-à-dire qu'on se demande de combien de temps, de combien de jours on a besoin au bureau ensemble pour bien travailler. C'est-à-dire qu'on part du principe que le télétravail rentre dans la norme et on se demande à l'inverse de pourquoi on irait au boulot. Pour quelles raisons j'ai besoin d'aller au travail? Pour travailler avec une équipe, pour mener à bien des projets ensemble. Donc là, on va être dans une réflexion peut-être un peu plus pointue qu'en début d'année, où on se disait 1 ou 2 jours par semaine, c'est bon, ça aide les salariés à concilier. Là, on va plus rentrer dans quelle activité chez moi, quelle activité au travail et pourquoi j'irai au travail alors que je peux aussi très bien travailler chez moi. On a des débats et on a eu beaucoup d'annonces après le confinement sur le tout télétravail, des entreprises qui passent au 100% télétravail. Alors ça, c'est un modèle que je ne crois pas généralisable à tout le monde et pas forcément profitable non plus parce qu'on a besoin, notamment dans une équipe, de se retrouver, d'avoir des temps ensemble. Maintenant, je vous citerai un exemple que je trouve très intéressant. C'est une entreprise qui s'appelle PandaCraft, que vous connaissez peut-être, c'est des kits pour enfants par abonnement. Et ils ont mis en place le télétravail illimité. Le télétravail illimité, ça ne veut pas dire que vous êtes 100% télétravail. Maintenant, ça veut dire qu'on ne vous oblige pas à choisir 1 ou 2 jours par semaine, à avoir des jours fixes ou à décider que ce sera toujours comme ça. On se dit il fonctionne au niveau de service et chacun voit quand est-ce qu'il peut être en télétravail, quand est-ce qu'il préfère venir au bureau et on n'impose pas un jour en particulier ou un nombre de jours. Et ce qui est intéressant, c'est que via cette flexibilité, clairement, les salariés peuvent mieux concilier, mais on garde des temps ensemble. Et quand j'avais interviewé un des responsables de PandaCraft, ce temps ensemble est aussi nécessaire pour eux en termes de créativité. Il me disait que, notamment à la suite du confinement, ils commençaient à avoir du mal à brainstormer à distance, à trouver de nouvelles idées pour leur kit. Et ils sont dans des métiers très créatifs, donc ils avaient besoin de se retrouver aussi ensemble pour innover et avoir des nouvelles idées. Mais le télétravail, je pense qu'aujourd'hui, on va bien au-delà de se dire allez, on pérennise avec 1 ou 2 jours par semaine. Et je pense que les entreprises qui attendent la fin de la crise avec impatience pour refermer la parenthèse du télétravail se trompent parce qu'à l'inverse, on va vers un modèle, je pense, pour que tout le monde y gagne, l'entreprise et le salarié, sur des modèles hybrides. Et il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas un dosage en particulier. Par contre, il faut trouver le bon équilibre pour que ça convienne, je dirais, à la fois aux salariés et à l'entreprise. L'exemplarité est importante en la matière, notamment des managers. Et quand je parle d'exemplarité, c'est toutes les règles de vie qu'implique le télétravail pour justement réussir à concilier. C'est à quelle heure on met les réunions, comment on gère les outils digitaux, l'envoi des mails. On a beaucoup parlé du droit de la déconnexion. Il est peut-être encore plus important quand on est en télétravail. Qu'est-ce qui passe par des réunions Zoom pour pas qu'on en ait 15 dans la journée? Qu'est-ce qui passe mieux par des mails? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir des réunions à 18h ou à midi quand on a envie d'avoir nos pauses. Donc, je dirais que c'est vraiment réinventer, en tout cas expliciter ces règles pour que le télétravail permette vraiment de mieux concilier et qu'on ne soit pas obligé de répondre dans la minute à chaque mail et qu'on se dise qu'il faut être présent comme au bureau de 8h à 20h. Sinon, on risque d'être mal vu parce qu'on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, les mêmes travers. Ce qui est intéressant aussi dans les débats actuels, c'est l'envie on le voit là aussi dans les études de certains salariés, de déménager, c'est-à-dire de se dire de garder le même emploi, mais de ne plus être forcément en centre-ville, de se reculer pour être un peu plus ouvert, et des fois, c'est beaucoup se reculer pour avoir un meilleur cadre de vie. Et là, ça pose aussi des questions de garder son travail, mais en étant peut-être moins au bureau, peut-être en faisant plus de télétravail. Et il y a des modèles là encore qui sont intéressants. Vous connaissez sûrement le site Welcome to the Jungle. Depuis le départ, par exemple, ils ont des salariés qui sont ce qu'on appelle en full remote, c'est-à-dire qui sont en province, et le siège de Welcome to the
Jungle et à Paris. Et ce qui est intéressant de leur expérience, c'est comment ils arrivent à rester avec un esprit d'équipe, à travailler ensemble avec seulement certains salariés qui sont 100% à distance, qui viennent bien évidemment pour certains temps forts au bureau, mais qui ne sont pas là, même pas 2 jours par semaine, qui ne sont pas là du tout la plupart du temps. Et ça pose aussi des questions parce que ça redistribue les cartes aussi pour aller chercher les talents, pour peut-être ne plus être obligé d'habiter à côté de la Défense quand on y travaille. Et ça redistribue aussi les cartes si les entreprises permettent ce genre de modèle, de se dire qu'on n'est plus obligé d'habiter trop près de son travail pour bien concilier parce qu'on aura peut-être plus de télétravail dans la semaine et qu'on travaillera de manière un peu différente. Voilà un petit peu pour le télétravail. Maintenant, quand on parle de conciliation des temps de vie, il y a 2 publics qui sont plus particulièrement concernés pour moi, c'est les parents et les aidants. C'est 2, je dirais, catégories de personnes qui vont connaître, je dirais, ces questions-là de manière un petit peu exacerbée. Et là, j'ai des guides qui pourront vous aider à trouver des bonnes pratiques. L'Observatoire de la qualité de vie au travail a sorti un guide qui s'appelle « Concilier vie professionnelle et responsabilité éducative ». Et vous trouverez dedans, il vient de sortir beaucoup d'initiatives prises par des entreprises pour aider les parents à mieux concilier. Alors, ça va du télétravail, ça va d'un allongement, par exemple, du congé parental, comme on a pu beaucoup en parler ces derniers mois pour les 2 parents, mais ça passe aussi par exemple par des choses qu'on voyait peu avant, mais ça va être une plateforme gratuite d'aide aux devoirs par exemple pour aider les parents à soutenir leurs enfants. Donc il y a pas mal de choses un petit peu nouvelles comme ça où on élargit le service. Quand on parlait avant des parents d'entreprise, c'était oui, on a des places de crèche et c'est déjà bien. Maintenant, il y a toute une offre autour qui se développe et c'est pareil pour les aidants. C'était le 6 octobre dernier, la journée nationale des aidants. Les aidants, quand même, pour rappel, ça concerne entre 5 à 8 millions de Français. C'est quand même énorme et beaucoup de travail. Donc, l'idée, c'est de réussir à concilier vie professionnelle et vie personnelle et d'aider à côté, ce qui est très compliqué. Et là, on essaye d'aller petit à petit vers un statut des aidants. Et il y a pas mal de mesures qui ont été prises ces derniers temps, soit dans des entreprises en termes de flexibilité ou de jours de congé, mais aussi on voit au niveau national avec la rémunération d'un congé pour les aidants et vraiment essayer d'aider au maximum les aidants. Donc, allez voir aussi ces chiffres sur le baromètre parce que c'est très instructif et ce qui est bien aussi, ce qu'on fait pour les aidants, c'est qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas une catégorie à part, ça peut tous nous toucher. Quand on parle des aidants, c'est aider ses parents quand ils vieillissent, mais c'est aussi aider parfois ses enfants avec une maladie chronique ou un accident de vie de son conjoint. Donc, que les entreprises s'emparent de ces sujets-là, c'est aussi un sujet pour moi d'avenir. Et alors, j'aurais encore 3 points à voir avec vous et après, volontiers pour partager vos témoignages et vos questions. Quand on parle de la conciliation des temps de vie, si on va un peu plus loin, ça va aussi dans le développement, alors là, qui concerne pas encore, je dirais, une majorité d'entreprises ou de personnes, mais qui se développent. Vous connaissez certainement le sujet du slow. On l'a vu avec, à l'époque, il y avait le mouvement slow food et aujourd'hui, on a un mouvement du slow working. L'idée, c'est de travailler peut-être un peu moins, mais de travailler mieux. C'est-à-dire, quand on est au travail, d'être pleinement au travail, de réussir à se concentrer, de ne pas être forcément dans le multitasking qui va nous parasiter dans la journée, mais à l'inverse, peut-être d'aller vers du temps partiel, de travailler 4 jours par semaine ou de ne pas attendre en tout cas le soir, le week-end et les vacances pour souffler, mais de réussir à avoir une vie qui vous correspond et un meilleur équilibre de vie. Et c'est ce qui est intéressant pour moi dans les équilibres de vie, c'est de réussir à mettre le travail à sa juste place et en même temps de ne pas attendre de partir une fois par an en vacances pour réussir à tout concilier et se dire youpi, je souffle et je repars dans mon tunnel de travail pendant l'année. Le slow working, vous avez un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le sujet par Diane Ballona-Roland et c'est assez intéressant parce que ça va pour moi comme une philosophie de vie et c'est le travail qui réussit à s'insérer dans la vie qu'on essaye de mener, enfin qu'on veut mener, plutôt que le travail qui serait la valeur principale. Je vous citais tout à l'heure Welcome to the Jungle, ils viennent de généraliser la semaine de 4 jours, payés 5, à tous leurs salariés. Ils ont fait une expérimentation ces derniers mois et je trouve ça intéressant. C'est des modèles qui viennent clairement des pays nordiques où c'est pas du tout, je dirais, aussi rare qu'en France. Et c'est intéressant, vous avez plusieurs entreprises et parfois depuis plusieurs années qui le testent en France, soit de manière saisonnière quand l'activité par exemple est moindre l'été, soit de manière pérenne à l'année. Et là encore, c'est clairement un plus en termes d'équilibre de vie. Et pour rejoindre ce temps partiel, ce qui est intéressant, c'est que
c'est aussi une demande de pouvoir mener, je dirais, pas que sa vie professionnelle, son travail principal, mais d'avoir d'autres activités autour. Je vous donne un exemple. Chez Mazars, qui est une entreprise plutôt de consulting, où les jeunes, généralement, sont embauchés. On a des rythmes de vie très denses et des horaires assez larges. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chez la jeune génération, les nouveaux embauchés, ils ont eu des demandes, ce qu'ils n'avaient jamais eu avant, de travail à temps partiel pour avoir une autre activité qui n'a rien à voir avec le travail principal, une journée par semaine. Ça va être, là, je vous dis n'importe quoi, mais la création d'un site de bijoux en parallèle et d'avoir une journée par semaine pour pouvoir le développer. Ça aussi, pour moi, ça fait partie des nouveaux équilibres et des nouveaux équilibres de temps de vie, parce que quand on parle de conciliation, c'est concilier pour sa famille, pour soi, mais aussi pour ses différentes, je dirais, passions dans la vie. Et c'est intéressant que des métiers comme le consulting soient, je dirais, aussi concernés par ça, où c'est des métiers plutôt carriéristes, où on avait peu de profils généralement, ou en tout cas des demandes de temps partiel hors, je dirais, premier enfant ou congé parental. Ensuite, quand je vous parlais du slow working, on peut avoir l'impression que pour réussir à tout mener comme ça de front, la solution idéale serait d'être indépendant, de se mettre à son compte et d'être entrepreneur, parce que forcément, quand on est à son compte, on arrive à mieux concilier. Alors, le bémol voilà, que j'apporterais de la vraie vie, ça fait 4 ans que je suis du coup à mon compte, c'est aussi de se dire que oui, alors on n'a plus la contrainte d'avoir un manager qui va vous dire il faut que tu sois présent, on n'a plus forcément la hiérarchie, on a d'autres partenaires, clients avec qui on travaille, mais il y a aussi la pression qu'on se met nous et les habitudes qu'on a nous. C'est-à-dire que vous avez beau passer du salariat à l'indépendance, si vous continuez à vous dire que vos horaires, il faut être absolument, pour bien travailler beaucoup, de 8h à 20h, et que vous vous dites mon sport, au mieux je le fais à 19h ou pendant ma pause déj, alors qu'il n'y a personne qui vous oblige, vous pourriez faire votre sport à 9h et commencer vos journées de travail à 10h, mais on s'est tellement habitué à des schémas classiques qu'il est difficile d'en sortir même quand on est à son compte. Et aussi, il faut être clair que quand on est à son compte, on ne compte pas ses heures de travail généralement, on fait un métier qui nous passionne, parce qu'on l'a choisi, on est à notre compte, mais du coup, c'est aussi les limites qu'on se met nous, et là, c'est aussi les limites qu'on met avec le digital. Quand est-ce qu'on arrête de regarder ses mails pro? Est-ce qu'on répond le week-end? Quand est-ce qu'on coupe vraiment? Quand est-ce qu'on s'assure des temps de repos? Et ça, je pense qu'en cette fin d'année où on a beaucoup tiré sur la corde à différents moments chacun, où on a eu peut-être des moments un peu de flottement d'arrêt, mais où on a eu à l'inverse des activités parfois très denses dans un climat un petit peu anxiogène, il est important d'avoir ces temps de repos et là encore de ne pas attendre une fois dans l'année de souffler, mais de vous dire comment dans votre semaine de travail, quand vous regardez votre semaine de travail, vous pouvez peut-être prendre plus de pauses. Une pause, ça n'a pas forcément le besoin d'être long pour du coup vous ressourcer, mais quel temps de repos vous vous accordez à vous, pas aux autres, à vos proches, à votre famille, à vos enfants, mais quel temps de ressourcement vous vous accordez à vous pour réussir à en faire des habitudes au quotidien, parce que je crois que c'est là la clé aussi, c'est de se dire que de ne pas envisager, comme on peut le faire souvent, la semaine de travail comme un tunnel où on ne fait rien d'autre que travailler, on travaille jusqu'à pas d'heure, on se fatigue et on rentre dans un cercle un peu vicieux. Et c'est de se dire comment dans ma semaine, j'arrive à vraiment m'agencer des temps. Et ça passe aussi par noter ses rendez-vous dans votre agenda, en faire des priorités et pas annuler parce que vous acceptez tous les rendez-vous, mais c'est aussi vous, voilà, qu'est-ce que vous acceptez, faire des choix. Et ça, c'est vraiment un apprentissage. Et je pense que quand on est à son compte, c'est une bonne école pour se rendre compte que tout ne dépend pas des managers ou de sa hiérarchie, mais que c'est aussi nous, comment on voit notre semaine et comment on s'organise. Donc, c'est vraiment, je pense, important, autant quand on est au bureau que quand on est en télétravail. Et il y a un livre que je vous recommande qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle c'est le Niksen. C'est une pratique qui vient des Pays-Bas et c'est l'art de ne rien faire. Et c'est difficile de ne rien faire. Et c'est comment on arrive dans son quotidien à s'accorder des pauses pour voilà, souffler, se ressourcer, pour travailler efficacement, mais pour ne pas faire que travailler dans sa vie non plus. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais aborder. Maintenant, volontiers pour répondre à vos questions. Si vous voulez partager des choses que vous avez vous-même mis en place pour réussir à mieux concilier dans votre vie, que vous soyez salarié ou à votre compte, ça m'intéresse. Et si vous avez des questions par rapport au télétravail ou du coup à la conciliation des temps de vie, volontiers pour vous répondre. Merci beaucoup Fabienne. Donc oui, comme le dit Fabienne, n'hésitez pas à poser vos questions, alors soit dans le chat, soit si vous voulez intervenir de vive voix, n'hésitez pas à lever la main. Mais allez-y. Oui, Stéphane, vas-y, prends la parole. Fabienne, par rapport à votre première partie d'introduction concernant
le gain du télétravail. Quelle est votre perception aujourd'hui entre la somme des gains et la somme des contraintes? Est-ce que, alors, dans ma question, c'est pas de savoir si le télétravail est une avancée, ça en est une, il n'y a rien de pessimiste dans ce que je dis, mais contrevoit, à contrario, quand même, si vous voulez, quand même, enfin, déjà, toute la somme d'adaptation nécessaire des entreprises, des managers, tous les travers que l'on peut constater avec aujourd'hui, quand même, il y a une explosion des logiciels de surveillance quand même, dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que, somme toute, votre perception, c'est pas quand même que la somme des contraintes est supérieure au gain? Pour le collaborateur, j'entends, parce que je trouve, moi, je complète ma question, que je me demande si, à terme, en fait, si tout ça, c'est tellement nouveau qu'il n'y a quand même pas une urgence un peu à attendre. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le salarié risque d'être un peu encore une fois, c'est pas général ce que je vais dire. Il y a plein d'entreprises, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que le salarié risque pas d'être un peu le perdant de tout ça et que la somme des contraintes pour lui cachées, vous savez, ces fameux coûts cachés, n'est pas supérieure au gain immédiat qui est, bon, j'ai gagné 2 heures de transport le vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas une somme de contraintes qui est supérieure au gain? Alors pour moi, non, à partir du moment où, là, la particularité de cette année, c'est qu'on est dans beaucoup de télétravail subi, que toutes les 2 semaines, on va avoir des nouvelles mesures, que là, on était peut-être dans certaines entreprises parvenus à un modèle qui était, je pense, satisfaisant de 2 jours, par exemple, de télétravail et 3 jours de présentiel, que là, les nouvelles mesures font que on repasse pour du télétravail plus massif. Et je pense que c'est là la difficulté, c'est de ne pas avoir peut-être de stabilité et de vue à 1 mois, 2 mois. Ensuite, le télétravail permanent, je pense, n'est pas souhaitable pour tous et tout le monde. Et c'est peut-être là que le côté négatif remonte. C'est-à-dire que les salariés qui se sentent isolés, et c'est intéressant de voir que, par exemple, on a l'image des jeunes qui voudraient beaucoup télétravailler. Il est quand même ressorti du confinement que les jeunes étaient, par exemple, pendant le confinement, dans des appartements petits, n'avaient pas forcément les bonnes conditions pour bien travailler. Et donc, ça ne faisait pas partie de la population qui était la plus ravie du télétravail. Donc, pour moi, la clé pour justement avoir un bilan positif, ça va être quand on va être sorti du côté subi de ce qu'on vit actuellement et qu'on aura vraiment du télétravail choisi à un rythme négocié, équilibré, qui va être satisfaisant pour le salarié en disant moi, mon équilibre, c'est 2 jours par semaine parce que je suis contente de revoir mes collègues, j'ai besoin de me sociabiliser pour avancer dans mes dossiers. Et à l'inverse, je suis très contente d'avoir 2 jours où on ne vient pas me déranger plus que ça, je ne suis pas arrêtée toutes les 2 minutes, en tout cas moins qu'en plein open space. Donc pour moi, il y a vraiment du positif parce qu'il n'y a pas que le gain de transport, il y a le calme qu'on a à la maison. Il y a beaucoup d'études qui ont été montrées sur le gain d'efficacité, de productivité. Mais là encore, il faut apprendre aux salariés. Pour moi, il faut les former. C'est-à-dire que surtout quand on a été jeté dans le bain du télétravail en mars, du jour au lendemain, vous aviez des entreprises qui n'étaient pas du tout favorables au télétravail et qui, le mardi, se sont retrouvées ou le lundi à dire tout le monde passe en 100% télétravail. Là, oui, je comprends que ce soit difficile parce qu'il faut apprendre à prendre des nouvelles habitudes de chez soi, il faut réussir à bien communiquer. Donc, il y a plein d'habitudes et de rituels à mettre en place. Et si l'entreprise ne fait pas cette part du boulot de dire je forme mes managers, je forme mes salariés, quelles leçons on a retirées du confinement, quels points étaient par exemple négatifs, positifs, qu'est-ce qu'on garde pas, comment on évolue. S'il n'y a pas tout ce travail qui est fait, oui, on accumule les frustrations et je comprends tout à fait que le télétravail tel qu'il est actuellement ne soit pas une partie de plaisir pour tout le monde. Et là encore, on vit des réalités, je pense, très différentes selon la culture de l'entreprise, mais aussi selon son quotidien. C'est-à-dire, quand vous avez des personnes, est-ce que vous avez un bureau pour travailler à la maison, comment vous travaillez, est-ce que vous avez votre conjoint, vos enfants qui sont là et que ça peut aussi déranger. Enfin, je dirais qu'on n'est pas... on n'est pas égaux face à ce télétravail-là. Et c'est vraiment important pour moi de trouver l'équilibre qui convient à tout le monde. Et je ne voudrais surtout pas qu'on sorte de cette année en se disant on met le télétravail à la poubelle parce qu'il y a eu trop de points négatifs. Parce que non, ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas forcément les meilleures conditions pour se travailler. C'est quand on sera libre de nos mouvements et de se retrouver aussi quand on veut, comme on veut, que là, on pourra pleinement bénéficier du télétravail. Et ça me fait penser à une dernière chose. Le télétravail, on parle beaucoup du télétravail à la maison, mais le télétravail, c'est aussi, par exemple, travailler dans un espace de coworking. Si les entreprises développent pas de ça aussi, on peut gagner du temps de transport, mais on peut aller travailler dans un espace de coworking près de chez soi, gagner du temps,
en même temps avoir l'impression de fermer la porte du bureau le soir et donc peut-être d'avoir des frontières un peu plus étanches entre la vie pro et perso, et avoir un confort parce qu'on aura tout le matériel à disposition. Donc c'est aussi peut-être revoir le nomadisme quand on pourra bouger un peu plus, mais ne pas envisager le télétravail que comme du travail de chez soi. Merci beaucoup Fabienne. Alors on a plein de remarques qui ont fleuri de partout, mais je vais d'abord donner la parole à Paulin qui a levé la main depuis quelque temps. Donc vas-y Paulin, tu peux te démuter et prendre la parole. Je sais pas si pour se démuter, c'est en bas à gauche. Ah super. Voilà. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, bonjour et merci beaucoup Fabienne. Moi aussi, je suis une grande fan. Mon prénom, c'est Linda. En fait, c'est mon fils. Je ne sais pas comment il a fait. Il a changé le prénom sur mon ordinateur. Mais voilà, je suis Linda et je travaille chez Chapeauforme. Moi, j'avais une question, Fabienne, concernant le slow working. Parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler. Et ma question était effectivement faire sur 4 jours ce qu'on faisait habituellement en 5, ça n'est pas possible. Parce qu'on est bien conscient que du coup, ça va être une surcharge pour le salarié. Donc, ce ne sera pas gagnant-gagnant pour l'entreprise et le salarié. Qu'est-ce que vous préconisez en fait sur ces 4 jours? Comment travailler différemment en fait pour qu'il y ait un équilibre justement win-win, je dirais? Je dirais que sur ces 4 jours, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, quand on parle de slow working, quand je vous ai dit travailler mieux, c'est donc comment je passe mes journées de travail. Pour moi, il y a un ingrédient clé pour bien travailler ou télétravailler de manière plus efficace, c'est de séquencer vos journées. Quand on apprend à séquencer ses journées et de se dire que de 9 h à 10 h, je fais ça, de 10 h à 11 h, je fais tel dossier parce qu'il faut que je le boucle, que je regarde mes mails, par exemple, qu'un quart d'heure dans la matinée et pas en fil continu toute la journée parce que ça m'interrompt dans mes tâches. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut développer comme, je dirais, bonnes pratiques qui sont simples mais pas évidentes forcément à mettre en place parce qu'on peut être des fois tellement addictif aux notifications sur les réseaux sociaux, aux notifications de nos mails, de dire je vais les regarder tout le temps pour être efficace, répondre tout de suite, très vite. Résultat, on perd plus de temps. Donc, je dirais qu'il y a plein de choses pour mieux s'organiser au quotidien. On a beaucoup parlé aussi de méthodes comme la méthode Pomodoro qui, par exemple, on travaille 25 minutes non-stop, 5 minutes de pause où je fais autre chose et je m'y remets. C'est un peu de voir le temps que vous arrivez à dédier sur des tâches peut-être en continu, sachant qu'il est quasi impossible d'arriver à faire 3-4 heures d'affilée et ce n'est pas non plus souhaitable, mais c'est vraiment de séquencer vos journées pour à la fin de votre journée vous dire que vous aviez fait ce qui était prioritaire pour vous et pas n'agir qu'en réaction. Parce qu'on peut passer sa journée sans faire ce qu'on avait prévu sur notre to-do list, mais en se disant je ne réagis qu'aux mails et aux demandes entrantes et on n'aura pas avancé sur son travail pour autant. Donc, c'est déjà de vraiment essayer d'optimiser vos journées de travail. Et pour moi, le slow working, ce n'est pas forcément que travailler 4 jours par semaine, mais ça peut être de travailler aussi différemment. Il y a des entreprises où ça va être on ne travaille pas le vendredi après-midi. Il y a des entreprises où ça va être entre mai et septembre, l'activité est beaucoup plus calme, donc on peut se permettre de passer à 4 jours et on va retravailler 5 jours par semaine à partir de septembre ou de novembre. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un modèle qui serait une clé unique selon l'activité, le métier, la taille de l'entreprise, mais je dirais que c'est vraiment des mesures à prendre à la fois individuellement, parce que le slow working, on peut en faire aussi une philosophie de vie quand on est à son compte, mais comme je vous disais, ça demande de poser aussi ses limites à soi et des limites aux autres. Et c'est beaucoup de communication parce qu'il y a des fois où on a l'impression que tout est urgent, tout est important et on réagit dans l'immédiateté au quotidien, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que si vous répondez aux mails que le soir, a priori, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est ça demande des précisions et des règles de bien travailler ensemble. Et c'est peut-être aussi de voir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui peut être délégué, qu'est-ce qu'on fait en équipe quand on se rejoint au bureau pour gagner du temps aussi. Enfin, je pense qu'il y a plein d'améliorations possibles par rapport à nos schémas classiques actuels, mais ça demande clairement de sortir de la case du toujours plus, moi j'ai un bon job parce que je suis overbookée, parce que je reçois 10 000 mails par semaine et parce que je fais des horaires qui n'en finissent pas, donc ça me donne une espèce de stature ou d'importance. Non, c'est aussi moi, je suis contente de mon boulot parce que j'arrive à concilier comme je veux et je travaille, mais j'y passe pas non plus 60 heures par semaine. Donc c'est vraiment aussi des choix, je dirais, individuels et ça dépend énormément de la culture de votre entreprise. Si vous essayez de mettre en place des choses avec votre équipe de slow working et vous avez quelqu'un qui a encore la culture du présentéisme au-dessus de vous et qui va vous dire non,
écoute, c'est 60 heures au bureau et c'est tout, c'est plus compliqué. Donc, du coup, je dirais qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, mais ça demande vraiment un dialogue aussi au sein des équipes pour que ça ne reste pas que vous à vos propres échelles. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Merci Linda pour ta question. Alors après, il y avait Cécile qui demandait les différents titres de guides et de livres évoqués. Oui, ça je les mettrai à la fin, il n'y a pas de souci, je vous donnerai toutes les références. Après, il y a Laura qui dit « Fabienne, je veux votre job. » Attention Fabienne, quel est votre parcours? Oh là, quel est mon parcours? Alors moi, je suis journaliste à la base et du coup, j'ai passé une dizaine d'années dans la presse classique magazine quotidienne, soit en tant que pigiste, soit en rédaction. Donc j'ai connu les deux, je dirais les deux volets. Et en 2016, j'ai eu envie de lancer mon média pour mon site en ligne pour plusieurs raisons. Et pour résumer, il y avait deux aspects importants pour moi. Réorganisation dans le travail où j'étais et du coup, grosse perte de sens parce que du coup, mon métier de journaliste que j'ai toujours voulu faire depuis l'adolescence, on me transformait en me demandant de rester devant mon ordinateur et faire 30 articles par semaine et de ne plus voir les gens, de ne plus faire d'interviews, mais de faire que du contenu et je dirais du clic et de la quantité. Donc ça ne m'allait pas. Donc je me suis dit qu'il serait temps de passer à mon compte et de faire mon métier comme j'en avais envie. Et ensuite, en 2015, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Il y avait le film de Martin Messonnier sur le bonheur au travail notamment. Et je n'ai pas trouvé de site qui parlait de bien-être au travail, de qualité de vie au travail pour tous, qu'on soit salarié, indépendant, manager ou DRH. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal d'en créer un. Et voilà, donc je mets toujours, je dirais que j'ai toujours ma casquette de journaliste parce que j'adore écrire et que je continue à écrire. Je continue à faire énormément de rencontres et d'interviews, donc ça, c'est mon plaisir au quotidien. Et en plus, ça m'a permis d'ajouter des casquettes parce que en gérant un projet de A à Z, on fait aussi la com autour, on fait les réseaux sociaux, on fait peut-être plus de commercial qu'avant. Donc voilà, on se découvre peut-être des talents et en tout cas des casquettes qu'on n'imaginait pas avant. Et ça, c'est assez chouette. Et du coup, il y a plein de moments de rencontre comme aujourd'hui. Donc ça fait partie des kiffs du travail pour moi. Et volontiers pour échanger, Laura, si vous voulez échanger après là-dessus, avec plaisir. Super. Alors, après, on avait un commentaire de Vincent. Travailler chez soi en période de confinement n'est pas du télétravail, c'est du télétravail sous contrainte, subi, non préparé, et pourtant ça a donné envie. Donc Vincent va faire en fait une présentation pour nous je crois que c'est la semaine prochaine. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet aspect du télétravail, on pourra aller encore plus dans le détail. C'est ce jeudi, dans 2 jours. Ah, parfait, c'est la semaine. Télétravail, source d'innovation ou mouvement de mode, effet de mode. Voilà, j'aborde le sujet. C'est bien. Voilà, je vais aussi dans ce sens-là. Mais effectivement, malgré ce confinement et malgré le fait que ça a été fait dans des conditions déplorables, ça a permis, et je vous rejoins complètement, ça a permis de montrer à certains par l'expérience que c'était possible. Ce qui semblait impossible auparavant. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est réussite et maintenant, ça ne veut pas dire que ça se fait facilement, mais en tout cas, une grande étape, un grand pas a été passé. Voilà. J'en parlerai jeudi, donc je vais pas. Le teasing est parfait. Yes. Après, on a Thierry qui te remercie d'avoir évoqué le sujet des aidants, trop souvent oubliés. Oui, pour moi, dans la conciliation des temps de vie, c'est vraiment important parce que, comme je vous le disais, ça peut tous nous toucher de manière occasionnelle, peut-être pour quelques mois, de manière plus pérenne, peut-être à aider plusieurs personnes. Et à partir du moment où les entreprises traitent bien les aidants, les personnes qui rencontrent des difficultés aussi, je ne sais pas, au niveau d'épreuves de vie, de maladies, c'est comment on traite, je dirais, les gens plus largement. Ce n'est pas une catégorie à part et je pense que c'est un sujet d'avenir et c'est important que il y ait une mobilisation toute l'année sur ces sujets-là parce que les personnes qui ont le plus de mal à concilier, c'est certainement les aidants. Merci beaucoup. Après, nous avions... on a eu beaucoup de commentaires. Je vais de bas en haut. Après, nous avions Marc qui disait que la mise en place du télétravail demande un vrai changement de culture de travail de l'entreprise. Il ne s'agit pas de reproduire à distance ce qu'on faisait au présentiel. Ça ne marche pas.
Tout à fait. Non, c'est important parce que, en effet, c'est ce que je vous disais en prenant l'exemple de ce qu'on appelle les micromanagers ou le management par le contrôle. Et du coup, on peut exactement reproduire le même schéma qu'au bureau, faire autant de réunions, voire plus, mais ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, en effet, c'est qu'est-ce qu'on fait en télétravail et qu'est-ce qu'on fait au bureau pour qu'on y gagne en termes d'équilibre de vie. Après, nous avions Noémie qui demandait des tips sur les moyens de contraindre à la déconnexion pour accompagner nos salariés vers cet équilibre de temps de vie. Alors, il y a plusieurs choses il y a pas mal d'exemples d'entreprises. Alors, vous avez des entreprises comme La Poste qui ont mis des contrôles dans les mails. Par exemple, à la fin, vous avez ce mail n'est pas urgent. Vous pouvez, merci de ne pas y répondre en dehors de vos horaires de travail. Vous avez des pop-ups. Si vous envoyez un mail à 21h, on va vous dire, êtes-vous sûr que ce mail est vraiment urgent et que vous voulez l'envoyer maintenant ou est-ce qu'il peut être programmé pour demain 9h et il ne dérangera pas le salarié. Donc, je dirais qu'il y a tout ce genre un petit peu d'outils techniques par la boîte mail, puisque c'est par là principalement que ça passe. Maintenant, il y a deux autres choses. Il y a l'exemplarité, parce que vous aurez beau dire à vos salariés non, ne te connecte pas le soir, le week-end, mais moi je t'envoie un mail à 23h, mais t'inquiète pas, ça n'appelle pas de réponse. Donc ça ne marche pas, parce que le salarié va lire le mail, va forcément y penser, même s'il ne répond pas. Et la plupart des cas, j'avais l'exemple de manager qui avait fait ça au départ en disant vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre. Et avant minuit, il avait 75% de réponse. Donc du coup, une fois que vous faites, vos salariés, généralement, votre équipe vous suit derrière. Et puis, une fois qu'il y en a un qui répond, tout le monde répond. Donc, je dirais qu'il y a l'exemplarité, c'est comme pour le télétravail, pour le droit à la déconnexion. Il y a ensuite, ce qui marche très bien aussi, c'est des ateliers en interne pour parler de ces sujets et établir des règles. Quand je vous disais qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, par exemple, si je vous appelle, c'est beaucoup plus urgent qu'un mail. Qu'est-ce qui doit passer par quelle info, par quel canal? Aujourd'hui, surtout à distance, on a une multiplicité de canaux. Je ne sais pas si dans vos entreprises, vous utilisez par exemple Slack, s'il y a des réseaux sociaux en interne, si vous avez des groupes WhatsApp, en plus des mails, on peut être inondé du matin au soir. Donc, c'est bien se décider de quel canal j'utilise pour quelle info et se mettre d'accord sur qu'est-ce qui peut attendre. Et par exemple, si vous avez des règles en interne d'essayer de ne plus regarder vos mails en continu, c'est de vous dire, d'expliquer aux gens avec qui vous travaillez que s'ils n'ont pas des réponses dans l'heure, ils ne s'inquiètent pas surtout et qu'ils auront une réponse avant midi quand vous regardez vos mails. Donc, c'est vraiment communiquer. Et du coup, avoir des règles communes pour que ça marche. Sinon, sinon, ça ne marchera pas. Et après, il y a des bonnes habitudes à prendre aussi. Éviter de mettre tout le monde en copie. À qui j'envoie un mail, est-ce qu'au bout de 3 mails, se dire qu'un appel, c'est peut-être plus utile qu'un mail. Donc, il y a vraiment, je dirais, c'est toutes ces mesures-là. Certaines entreprises ont été jusqu'à couper les serveurs le week-end, le soir, mais ça avait un effet un peu plutôt stressant sur les salariés de se dire il faut absolument que j'envoie avant vendredi 18h. Et donc, ce n'était pas forcément le plus efficace. Donc, généralement, ne serait-ce que d'en parler, d'évoquer, parce que ce qui va me convenir, moi, par exemple, va peut-être vous énerver. Voilà, moi, je sais que j'avais des gens qui m'envoyaient un mail et qui, une demi-heure après, m'envoient un texto ou un appel pour me dire « T'as bien reçu mon mail ?» Oui, c'est juste que je n'ai pas pu te répondre là tout de suite. Donc, du coup, c'est de voir un petit peu quelles règles conviennent à tout le monde. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, on arrive vers la fin, donc je pense qu'on ne va pas avoir le temps de couvrir toutes les questions. Tu as encore 3-4 minutes, tu peux peut-être en prendre encore peut-être une ou deux. Oui, ouais, on peut faire deux, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais. Moi, ça ne me dérange pas de rester 5 minutes de plus, pas de souci. alors, il y avait aussi Cécile qui demandait, j'ai pu remarquer qu'on avait beaucoup de réunions généralement dans la société pour laquelle je travaille et que ce phénomène s'est réellement amplifié lors du confinement. Je sens que c'est compliqué pour l'entreprise de réguler cela. Avez-vous des conseils à ce sujet ? Alors en effet, les réunions, c'est-à-dire que la réunionnite qu'on a en France, on est très fort, on a réussi à la faire à distance avec énormément de Zoom et puis maintenant les gens ne vous appellent plus et on se fait un Zoom. Donc du coup, il y a énormément de visio. Donc là, moi je pense que c'est de la responsabilité à la fois de l'entreprise. Là encore, ça se discute. Il y a peut-être des services où les réunions, vous avez besoin d'être en brainstorming, etc. Très souvent, il y en a d'autres où il n'y a peut-être pas besoin tous les jours, tout le temps. Donc c'est au niveau, je pense que ça se décide au niveau d'une équipe parce que ça va être le métier et l'activité qui va faire que. Et ça va être aussi peut-être des fois, si vous avez une journée remplie de réunions, c'est peut-être vous aussi d'envoyer un mail en disant là, c'est peut-être pas forcément utile que moi je sois là, envoyez-moi le compte-rendu. Donc, c'est aussi oser. Et des fois, on n'ose pas, on se dit qu'on va être mal vu. Donc, c'est oser et en parler et expliquer que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas forcément avancer sur les dossiers qui sont prioritaires pour vous aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup communiquer. Et c'est là encore de choisir qu'est-ce qu'on fait par Zoom ou par
réunion? Est-ce qu'on suit? Il y a plein de bonnes pratiques qu'on a dans nos réunions classiques qu'on doit mettre en place sur des réunions Zoom, c'est-à-dire ou autres, ou Teams. Est-ce qu'on fixe à 45 minutes maximum la réunion et on ne déborde pas? Qui a besoin de venir? Quelle est l'heure du jour? Qui s'occupe de faire un compte-rendu efficace? Donc, toutes les bonnes pratiques que vous avez en réunion, il faut les maintenir à distance pour pas que ça dure des heures et qu'on trouve les travers des réunions. Et après, ce qui est une étude intéressante aussi à citer pour si vous avez du mal à convaincre votre manager, c'est aussi que les études sont sorties à la suite du confinement sur la fatigue que provoquent les réunions à distance. En visio, ce n'est pas du tout la même fatigue qu'une réunion en présentiel. On sort beaucoup plus fatigué, un petit peu lessivé d'une réunion à distance, et surtout quand il y en a plusieurs dans la journée. Donc, du coup, je pense que oui, il faut réguler et pas enchaîner toute la journée les réunions, parce que c'est contre-productif. À la fin, je ne pense pas que vous soyez aussi enthousiaste et je dirais, apporteur d'idées sur les dernières réunions. Donc, peut-être en concentrer, peut-être imaginer des formats de 15 minutes et c'est tout. Peut-être pas systématiquement avec l'équipe, mais peut-être des points à 2 ou à 3 seulement. Donc, en effet, je pense qu'il faut réussir à modérer tout ça. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, on avait encore une intervention de Marc qui disait un sujet important aussi, le télétravail et la détresse psychologique des collaborateurs. Le management doit être formé à saisir les signes et il faut qu'il y ait des solutions proposées par l'entreprise pour soutenir les employés isolés. Tout à fait, je rejoins à 100%. À la fin du confinement et pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'études. Vous pouvez aller voir les études du cabinet Empreinte Humaine sur justement la détresse psychologique des salariés. Et c'était quand même très intéressant de voir qu'il y avait plus un salarié sur deux qui ne se sentait pas bien à l'issue du confinement. Alors, au-delà du télétravail, c'était forcément la crise aussi sanitaire qu'on vit, mais le télétravail peut clairement engendrer chez certains salariés un sentiment de solitude, d'isolement, pour plein de raisons différentes. Et en effet, les entreprises doivent former les managers, doivent aussi proposer, alors beaucoup ont proposé des lignes d'écoute avec un psychologue où ça permet de parler à n'importe quelle heure et à un tiers, pas forcément aussi que à son équipe ou du coup à un manager. Et ce qui est plus compliqué, je pense, pour le manager, c'est l'effet de la distance aussi, c'est-à-dire de réussir à voir les signaux faibles de quelqu'un qui va être désengagé, qui va avoir des coups de mou, qui va perdre le moral. C'est de réussir à percevoir ces signaux et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, quand on est au bureau parce qu'on va capter tout le langage aussi corporel, on va le voir qu'il n'est peut-être pas dans son assiette aussi pendant la pause, donc on aura beaucoup plus de signes qu'à distance. Donc c'est tout bête, hein, mais je pense que cette crise nous aura aussi, quand je vous disais tout à l'heure de penser à vous, de prendre soin de vous, c'est aussi de prendre soin des autres et beaucoup ont pris l'habitude de commencer les réunions par comment ça va, de finir les mails par prenez soin de vous et c'est pas anodin, c'est-à-dire que je pense que tout ce qui va être de faire attention aux autres doit être décuplé à distance et j'avais fait plusieurs interviews, ce qui était intéressant sur le management et c'était de dire que la bienveillance doit être beaucoup plus importante quand on est à distance parce que voilà, c'est pas, on n'a pas le même contact et la même proximité avec les gens au quotidien, donc je le rejoins tout à fait et il y a des entreprises qui ont eu des initiatives très sympas, des réseaux par exemple de bienveilleurs en entreprise pour former et pas que les managers à détecter les signaux faibles pour prévenir justement les risques psychosociaux. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on arrive à la dernière. Je crois que c'était Agnès. Ouais, c'est Agnès la dernière. Pour concilier les temps de vie, il y a aussi le cas des personnes qui doivent faire des soins médicaux et ne souhaitent pas en parler à leur employeur. C'est un motif auquel c'est un sujet auquel on ne pense pas. Oui, tout à fait. Et alors que ce soit des maladies chroniques ou des maladies graves, c'est très intéressant de voir, par exemple, en cas de maladie comme le cancer, comment les gens réagissent. En effet, tout le monde n'a pas envie d'en parler au travail et ce n'est pas une obligation. Maintenant, c'est en effet de voir comment on arrive à suivre voilà, ces traitements, à qui on peut en parler si on ne veut pas en parler au travail. Il y a des assistantes sociales, il y a la médecine du travail, il y a des psychologues, il y a les médecins qui vous suivent. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là aussi avec des tiers pour vous faire accompagner. Il y a beaucoup d'associations qui existent, qui sont développées. Je pense par exemple au cancer, vous avez Cancer at Work, pour du coup développer des bonnes pratiques face à la maladie. Et je pense en effet que c'est important que ce soit pris en compte, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident et je le comprends tout à fait d'en parler voilà, selon le climat dans son entreprise et selon comment on s'entend aussi avec ses collègues ou avec son équipe. Mais en effet, ça demande des ajustements et après, il ne faut pas que le non-dit soit
subi. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi, et qu'on peut des fois être soutenu et qu'il y a des belles choses aussi qui peuvent se passer pour vous aider aussi à vous accompagner de ce point de vue-là en entreprise. Bien, merci Fabienne. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Je vais remettre le lien vers la chaîne YouTube. Comme ça, n'hésitez pas à vous y abonner. J'ai un… Question peut-être de Vincent? Allô? Ah, c'est un applaudissement, pardon. C'était pas un lever la main. Donc voilà, je suis pas encore familiarisé avec tous les outils. Pardon, j'ai eu un petit problème d'internet, ça a coupé. Donc oui, je vais mettre le lien de YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, comme ça vous recevrez une notification quand on mettra la vidéo de Fabienne en ligne. Et peut-être pendant que Stéphane, tu fais la conclusion, Fabienne, tu pourrais mettre les… Oui, c'est ce que je suis en train de faire discrètement. Très bien. Parfait. D'ailleurs, moi je dis que parmi tous les livres qui sont en devenir, tu devrais nous en faire un sur toutes les bonnes pratiques que tu vois dans tous les domaines, si ce n'est pas déjà fait, ou un hors-série, effectivement, sur toutes ces bonnes pratiques, de toutes ces mouvances effectivement que tu as dépeintes. Et je pense que ce serait vraiment, si ce n'est pas en préparation, je pense que ça pourrait être vraiment un vrai sujet intéressant. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à Eugénie qui me seconde avec zèle et efficacité. Merci à Fabienne de nous avoir rejoints. Et puis, écoutez, à très bientôt pour les prochains webinaires jeudi avec Vincent et encore pendant 15 jours. Voilà, merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous.